Donc bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale qui est l'ABC juriste. Du coup, merci de me rejoindre dans ma vidéo sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité d'entrepreneur? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Ça me fait super plaisir d'être sur ta chaîne et de partager avec ton audience. Alors, je m'appelle Fanny Cornette et effectivement, j'ai la chaîne qui s'appelle ABC Juriste. Et comme son nom l'indique, mes activités sont principalement juridiques et linguistiques. Mon activité d'entrepreneur, c'est à la fois de faire des formations juridiques pour les entrepreneurs, mais aussi pour les étudiants, notamment ceux qui veulent devenir avocats. Et je travaille aussi beaucoup dans le domaine de la traduction juridique de l'anglais vers le français. Donc sa chaîne, j'ai été voir, c'est une mine d'or. Je vous conseille d'aller vous abonner tout de suite. C'est juste en dessous dans la barre de description. Donc merci beaucoup Fanny. Ça a l'air d'être super intéressant ton activité. Quand est-ce que tu as commencé? Alors, j'ai commencé, en fait, j'ai monté ma propre entreprise en 2016 et j'ai commencé par de la traduction juridique. Je donnais déjà beaucoup de cours de droit à l'université auprès des étudiants dans des écoles privées. Et petit à petit, en fait, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis rendu compte que mes collègues entrepreneurs dans les réseaux d'entrepreneurs avaient beaucoup de difficultés juridiques et notamment que les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs n'allaient pas avoir un avocat en raison des frais d'avocat ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le réflexe. Et on a commencé à me poser petit à petit des questions et puis je me suis dit que finalement les cours que je donnais aux étudiants, qui étaient des cours de droit pour apprendre à faire un contrat, je pouvais aussi les donner à mes collègues entrepreneurs puisque c'était la même chose en fait, un contrat ça reste un contrat et qu'il suffisait d'adapter la façon de l'expliquer puisque ce n'était pas la même chose qui était attendue dans les deux cas. Donc j'ai commencé petit à petit à faire des formations juridiques en 2016 et j'ai monté ma chaîne YouTube ABC Juriste seulement en 2017, puisque je me suis dit finalement, puisque les formations, ça fonctionne bien, pourquoi ne pas étendre et en faire profiter un max de personnes. Et du coup, en tant que tu fais des prestations de... Alors oui, alors j'ai mis des cours en ligne sur une plateforme qui est d'ailleurs assez connue. J'ai mis des cours sur la plateforme Udemy, mais aussi ça arrive que je fasse des formations directement aux entrepreneurs qui vont m'appeler, qui vont avoir besoin d'une heure de formation pour que je leur explique comment fonctionne un contrat ou que je leur donne des informations sur leurs conditions générales de vente. Ou voilà. Alors une chose qu'on me demande souvent, mais que je n'ai pas le droit de faire, je ne fais pas de conseil juridique. C'est-à-dire que si tu m'appelles et que tu me dis j'ai besoin que tu me rédiges un contrat, ben, je n'ai pas le droit de le faire parce que ça, c'est réservé pour les avocats ou dans une certaine mesure pour les experts comptables. Et moi, ça, je ne peux pas le faire. Par contre, je peux t'apprendre à faire un contrat, je peux t'apprendre à comprendre un contrat ou te dire attention si tu fais des contrats internationaux, parce qu'une de mes spécialités, c'est le droit international, à quoi il faut faire attention. Donc, je peux te former au droit, mais je ne peux pas faire les formalités juridiques à ta place. Waouh. Donc voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider juridiquement, voici Fanny. Merci. Je vais tout mettre dans la barre de description, Fanny, pour qu'on puisse te contacter et tout ça. Euh, ok, ça a l'air d'être super intéressant. Est-ce que tu avais fait autre chose avant ou tu avais une formation spécifique auparavant ou tu Oui, as dévié comme alors ça? pardon, excuse-moi. Oui, en fait, j'ai fait un doctorat en droit, donc ça veut dire que j'ai passé 10 ans à la fac à étudier le droit. Donc, effectivement, il faut être passionné parce que bon, j'adore le droit et j'adore les langues. Ça paraît souvent rébarbatif, surtout pour les entrepreneurs. La compta et le droit, c'est les deux trucs qu'on n'aime pas trop, mais moi, j'adore ça. Et je sais que ça se sent, notamment sur YouTube, souvent on me le dit que ça sent que je suis passionnée. Et donc, pendant ce doctorat, en fait, donc les 5 dernières années où j'ai fait une thèse, où j'ai écrit un livre environ 500 pages, donc c'est assez costaud quand même. Bah, pendant cette année, j'ai commencé à enseigner. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien former les gens, j'aimais voir le regard des gens quand d'un seul coup, ils ont compris quelque chose qui est un peu compliqué et qui les embête depuis longtemps, et d'un seul coup, ils disent « Ah, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris ». Ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est génial sur l'aspect humain.
Donc, j'ai fait, voilà, j'ai fait les études de droit et l'enseignement, bah, c'est venu petit à petit. Ok, d'accord. Et tu étais partie pour faire autre chose au départ? Alors, j'étais partie pour travailler en université comme enseignante et puis moi, j'ai travaillé j'avais candidaté dans plusieurs pays parce que je vis aux Pays-Bas et j'ai travaillé ici pour faire des rapports pour la Commission européenne. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, l'aspect humain est vraiment génial. C'est pas tous les jours facile d'être entrepreneur, mais ça a des côtés que je ne connaissais pas dans ma vie antérieure. D'accord. Ok. Question plus personnelle. Est-ce que tu es mariée ou en couple? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est un couple international puisque je vis aux Pays-Bas et mon conjoint est portugais. Donc ici, les langues, c'est au quotidien à la maison puisque on a 4 langues en permanence entre le portugais, le français, le néerlandais et l'anglais. Donc je vis aussi mon entreprise à travers ces langues hein, au quotidien. Donc, Ok, donc tu es polyglotte alors. oui, et puis ma fille encore plus que moi parce qu'elle elle a 4 ans demain et elle parle, elle passe d'une langue à l'autre avec une vitesse impressionnante et pour elle, c'est naturel. C'est chouette. Ok, on lui souhaitera joyeux anniversaire alors à ta fille qui est Je polyglotte. dirais 50 ans. Ok, d'accord. Donc, tu as répondu à ma question suivante. Donc, tu as une fille. Oui, une fille qui, du coup, est polyglotte, mais pas que. Évidemment, comme toutes les mamans, je suis très, très fière de ma fille, mais qui, déjà, en tout cas, je peux me dire qu'un jour, elle pourra devenir traductrice ou interprète, hein, le nombre de langues qu'elle parle. Et on vit effectivement aux Pays-Bas, donc c'est un peu le monde entrepreneurial, il est un peu différent de ce que je connaissais en France. C'est très chouette aussi. Ok, d'accord. Est-ce que tu arrives à t'organiser dans ta vie d'entrepreneur? Comment tu Euh, gères? c'est pas toujours évident, ça dépend. Alors, je crois qu'au fur et à mesure des années, on gagne en organisation. On gagne aussi, je pense, en sérénité quand on apprend à mieux, à avoir confiance, à déléguer, à se faire confiance. Euh, Petit à petit, je trouve qu'on s'organise mieux. J'ai plus de facilité à savoir quelle tâche faire quand. Alors là, il y a eu, je pense qu'on a tous été affectés par le coronavirus, les confinements. On a vécu des confinements différents. Ici, d'ailleurs, on est toujours hein, partiellement confinés. Nous, les magasins ne sont pas réouverts. Les écoles ont réouvert il y a peu de temps. Donc, je pense que tout ça, ça nous oblige à repenser notre organisation générale. Bon, évidemment, la difficulté, c'est aussi de concilier la vie de famille avec l'entrepreneuriat. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à travailler le soir et le week-end alors même que parfois ils ont choisi d'être entrepreneurs pour ne plus travailler le soir et le week-end. Donc ça, c'est assez difficile. Et puis, mais petit à petit, je pense que je le fais de mieux en mieux, mais c'est pas encore optimal. Il y a encore du travail à faire, mais je crois que ça, c'est dans toute la vie de l'entreprise, ce sera le cas. Ok, d'accord. Et tu travailles donc seul ou est-ce que tu sous-traites ou tu as des collaborateurs? Alors, pour la partie traduction juridique, je sous-traite une partie parce que euh, les traducteurs traduisent toujours vers leur langue maternelle. Ma langue maternelle étant le français, si je reçois des traductions, si on me demande de traduire vers d'autres langues, je sous-traite. Dans le cadre des formations, je ne sous-traite pas parce que c'est moi qui donne les informations dont j'ai connaissance. Après, petit à petit, j'apprends à sous-traiter ou avoir recours à des prestataires extérieurs, à des fournisseurs extérieurs, par exemple pour tout ce qui va être design, pour tout ce qui va être, voilà. Petit à petit, avec le développement de l'entreprise, c'est des choses que j'apprends à faire et puis qui vont me permettre de gagner du temps et du coup de me concentrer sur mon corps de métier. Donc, commence à le faire, on va dire, pour répondre. Ok, d'accord. Et est-ce que le fait d'être devenu entrepreneur, est-ce que ça t'a obligé à t'intéresser au développement personnel? Oui, alors je pense que avant le fait d'être entrepreneur, ce qui m'y a poussé, c'est justement le doctorat. Parce qu'en fait, quand on fait une thèse, évidemment, on n'est pas entrepreneur, mais pendant plusieurs années, dans mon cas 5 ans,
on est tout seul avec un sujet de thèse. Alors, on a un directeur de thèse, mais c'est un travail qui est très solitaire, qui nous pousse dans nos retranchements pour pouvoir réussir à finir, à finir cette thèse. C'est difficile de mettre un point final. Donc, ça, il y a beaucoup de challenges au fur et à mesure de la thèse. Et en fait, il y a beaucoup de challenges que j'ai vécu pendant ma thèse, que j'ai retrouvés dans le monde de l'entreprise sous une forme différente. Il y a des choses que j'avais appris, notamment être capable de terminer quelque chose. Enfin, mettre un point final à plusieurs années de travail, c'est difficile. Et parfois, mettre un point final à une formation, c'est pas toujours facile parce qu'on a envie de rajouter des trucs, parce que, bien oui, mais si j'avais dit ça à la place de ça, ou si j'avais expliqué ça d'abord. Donc, du coup, voilà, et forcément, c'est challengeant au quotidien. Donc, évidemment, en tant que ça, si on s'intéresse pas à soi, si on cherche pas du côté du développement personnel, il y a des chances qu'on ne se sente pas bien et donc du coup qu'en tant qu'entrepreneur, on n'aille pas bien et que notre entreprise n'aille pas bien. Donc je pense que c'est nécessaire de s'intéresser au développement personnel. Alors pas que quand on est entrepreneur, mais en tout cas en tant qu'entrepreneur, aucun doute là-dessus. Ok. Mhm. Est-ce que tu as un livre préféré? J'en ai beaucoup. je Ouais, j'ai tu pas peux en mentionné citer tout à deux, l'heure. trois. J'ai pas mentionné tout à l'heure que j'écris aussi des ouvrages, mais dans le domaine du droit, toujours, dans le domaine du droit et des langues. Le prochain qui va sortir concerne l'anglais juridique. Mais non, bon, j'aime beaucoup la littérature française en tant que telle. Si je devais en citer un, je pense que je citerais La chute d'Albert Camus, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué et que je relis régulièrement, euh, qui parle hein, de développement personnel d'une certaine façon. Et oui, je pense que c'est le livre le plus important pour moi. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un mantra préféré qui t'anime tous les jours ou une citation? Non, en fait, j'aime beaucoup lire des citations et souvent je me retrouve dans quelques-uns des aspects des différentes citations, mais il n'y en a pas une qui me pousse plus que les autres. Je pense que j'aime bien aller piocher dans les journaux des citations où on voit notamment sur des pages de développement personnel des personnes qui mettent une citation tous les jours. Donc, ça, j'aime bien les regarder, mais j'ai pas trouvé mon mantra encore. Je crois que ça peut paraître bizarre, mais je crois que mon mantra, en fait, c'est le sourire de ma fille le matin quand elle se réveille, qu'elle est contente d'être près de nous. Bah, je crois que c'est ça qui me motive au-delà des mots, en fait. Euh, et puis, euh, et puis de me sentir bien dans mon entreprise. Il y a pas de, j'ai l'impression de pas d'avoir cette chance d'être entrepreneur, d'avoir cette chance d'avoir ce mode de vie que, alors certes, j'ai choisi, mais tout le monde n'a pas non plus cette chance. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un mot pour me pousser tellement j'ai l'impression que la vie elle-même me pousse en fait. Mhm. Ok. C'est c'est une façon de voir, ça a l'air d'être intéressant. Du coup, est-ce que tu as un mentor préféré? Alors, il y a beaucoup de personnes que j'admire et finalement, un peu pareil que les mots, il n'y a pas une personne que j'admire plus que les autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont inspirants sur certains aspects des choix qu'ils ont dû faire. Mais globalement, je pense que ce qui m'inspire, c'est toutes les lectures que je peux faire. Euh, oui, il n'y a pas de. Alors, il ne s'agit pas de dire que les gens ne sont pas inspirants, loin de là, mais il y a tellement d'inspiration que je crois que mes inspirations varient en fonction des saisons et en fonction des jours. Euh, Là, j'ai suivi beaucoup de personnes, enfin, j'ai été au contact de beaucoup de personnes, notamment d'entrepreneurs qui ont été malades, et je pense notamment à une amie qui a euh, subi un cancer du sein et qui, malgré tout, fait des choses formidables avec son entreprise. Et je peux pas dire que ce soit mon mentor, mais elle a un exemple que j'admire énormément. Euh, Mhm. C'est très touchant. bah, ouais, En, c'est en c'est plus, étant impressionnant. une femme, je comprends, je comprends tout à fait ce côté-là. Euh, Je pense que
On se sent toujours éloigné de la maladie et quand on a un proche qui l'a subi et quand on voit comment il gère, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Oui. Ben, je crois que tu serais étonnée, mais il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là et qu'on ne verrait pas aussi qu'elles sont entrepreneurs ou enfin, qu'elles continuent à travailler par passion. Mm, mm. Non, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai. Je te rejoins complètement dessus. C'est vraiment inspirant, même si enfin, je trouve pas ça sain, quoi. Mais le fait qu'une personne, elle se lève, qu'elle continue elle se laisse pas aller par la maladie, elle continue de travailler dans ce qui lui plaît. Mm, Ouais, je trouve mm. ça très touchant. Ok, dernière question. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as un message à faire passer au monde? Est-ce que toi, tu as quelque chose à divulguer? Aux entrepreneurs, je leur dirais de prendre le temps de s'intéresser aux aspects juridiques. Alors, il ne s'agit pas seulement de vendre mon travail, hein, mais je vois tellement d'entrepreneurs qui presque gâchent tout parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se renseigner sur euh, la législation applicable, sur leur statut. Beaucoup sont micro-entrepreneurs, mais ne savent pas ce qu'ils sont obligés de faire. Donc, ils se retrouvent avec des amendes ou ils se retrouvent avec un fournisseur qui va euh, pas forcément les escroquer volontairement, mais en tout cas, ça va leur coûter de l'argent. Donc, prenez le temps de vous informer en tant qu'entrepreneur. Prenez le temps de regarder quelles sont vos obligations et quels sont vos droits. Alors, surtout les obligations, parce que c'est malheureusement celles qu'on néglige le plus et celles qui ont les conséquences les plus graves. Prenez le temps de faire rédiger vos contrats par des professionnels. Si vous ne le faites pas, c'est votre entreprise que vous mettez en péril. Les aspects juridiques, c'est fondamental. Alors, je sais que c'est un coût, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est rébarbatif, mais ça reste un élément de vie de votre entreprise. Votre entreprise ne vivra pas si elle n'est pas implantée sur des bases solides. Et parmi ces bases, il y a les aspects juridiques. Pas que, hein, on a dit tout à l'heure que c'est important de se sentir bien comme entrepreneur, mais en tout cas, les bases juridiques sont importantes. De la même façon que dans la vie en général, voilà, j'ai envie de dire, le droit, c'est quelque chose d'important pour nous tous dans nos vies quotidiennes, même si, bon, on n'a pas toujours envie de le voir. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est la base. On sent que tu es passionné. Oui. Je Est-ce vois tellement de gens qui gâchent. Enfin, là, je voyais un entrepreneur ce matin qui n'avait pas compris que bah, il devait payer des cotisations sociales, plus l'impôt sur le revenu, plus la cotisation sociale des entreprises, et qui du coup a calculé ses tarifs sans tenir compte de ça, et qui du coup n'a pas de marge et travaille beaucoup pour au final avoir zéro, parce que voilà. Mais c'est tellement dommage en fait. Justement, j'allais te demander, c'est quoi les erreurs que tu retrouves le plus? Je sais, c'est un peu hors contexte. Enfin, hors. Bah, alors, une des premières erreurs, c'est que les personnes ne se renseignent pas correctement sur le statut. Ils s'inscrivent, alors notamment dans le cadre de la micro-entreprise. La micro-entreprise, on nous dit partout, c'est super simple, vous allez voir, inscrivez-vous. Bah oui, mais c'est pas si simple. Euh, et ensuite, il faut bien prendre en compte tous les frais qu'on a pour pouvoir ensuite avancer dans la micro-entreprise. Si on calcule ses tarifs sans tenir compte des cotisations sociales, après, et de dire que les cotisations sociales sont trop élevées, non, ça ne va pas. Surtout que voilà, on oublie souvent quel est le pendant des cotisations sociales, qui est tout ce qui est protection sociale, etc. Donc ça, c'est une erreur courante. La deuxième erreur courante, c'est de ne pas avoir conscience d'avoir des obligations. Si on crée une autre entreprise, une micro-entreprise, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise. On n'est plus un consommateur lambda, donc on doit agir en tant que chef d'entreprise, y compris juridiquement. Et je vois beaucoup de personnes qui me disent: ah bah oui, mais je ne savais pas que j'avais l'obligation de prendre un médiateur. Je ne savais pas que j'avais l'obligation de faire une comptabilité. Eh bien si, c'est obligatoire et probablement la première obligation de l'entrepreneur, c'est de se renseigner. Renseignez-vous sur vos obligations. Faites cette démarche parce que sinon, bah, voilà, ça vous coûtera de l'argent et puis ça mettra votre entreprise en péril. Donc c'est vraiment, pour moi, l'erreur majeure que je vois, c'est le fait de se lancer sans avoir pris le temps de s'informer sur le statut. Parce que beaucoup aussi de personnes se disent: ah oui, mais j'ai pas pris mon statut, j'ai pas le droit de déduire de charges en micro-entreprise, ça me coûte trop cher.
Oui, mais ça, il aurait fallu y penser avant de créer sa micro-entreprise, de façon à choisir, à vérifier quel était le statut adapté. Donc ça, c'est une erreur classique. Et du coup, en fonction des personnes et de leur situation, c'est plus facile tu peux les orienter dans quel statut juridique ils peuvent prendre. Alors, moi, je peux pas les orienter parce que ça relève aussi du conseil juridique. Donc, c'est plus pour. Mais, et puis, il y a beaucoup de conseils fiscaux aussi. En fait, Oui. chaque statut d'entreprise dépend du projet qu'on a pour créer son entreprise, des charges, du prévisionnel, du business plan qu'on a établi, mais aussi de la situation personnelle. Si on est marié ou pas marié, si on a des enfants ou pas des enfants, si on a du patrimoine ou pas, tous ces éléments doivent être pris en compte parce que par exemple, si on a beaucoup de patrimoine et qu'on est en micro-entreprise et qu'on a beaucoup de charges, eh ben, un jour, nos créanciers peuvent venir saisir notre patrimoine. Donc, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Et par exemple, il faut protéger aussi son mari, si on est marié, ou sa femme. Ça, c'est des choses que souvent on n'anticipe pas assez lorsque l'on crée sa micro-entreprise. Donc, moi, je conseille toujours d'aller voir un expert comptable ou un avocat spécialisé, mais ça, c'est peut-être plus adapté pour ceux qui vont créer des sociétés que ceux qui vont créer une entreprise. Et puis également, de se former. Et là, je suis là pour vous former si vous avez besoin. J'ai une dernière petite question. Et si tu crées une micro-entreprise et que tu te maries après, est-ce que ça change quelque chose? Oui, alors ça dépend sur quel régime tu te maries. Parce que si tu es marié sous le régime de la communauté de biens, ça veut dire que si jamais tu as des dettes et que tu ne rembourses pas tes dettes, eh ben, tes créanciers pourront aller prendre l'argent auprès de ton mari si lui, il a des revenus plus importants que les tiens. Donc oui, ça a un impact. La situation familiale a un impact et ça, on oublie très, très souvent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus en passant sur ma chaîne YouTube sur la protection du patrimoine de l'entrepreneur. Euh, voilà, où j'explique quels sont les risques vis-à-vis des créanciers. Et ça, très, très souvent, en fait, on Même s'en rend si, pas. par exemple, moi qui a créé mon entreprise en 2018, mais je me suis mariée cette année. Même si j'ai créé mon entreprise avant, on peut quand Oui. même. Alors, on ne pourra pas demander à ton mari de payer les dettes que tu aurais créées avant le mariage, mais à partir du moment où tu es marié, pour toutes les... Alors, pour ceux qui sont mariés avant de créer leur micro-entreprise, on leur demande dans la création, c'est spécifié qu'il faut l'accord du conjoint. Mais si tu as créé ton entreprise avant, pour les dettes qui sont créées à partir du mariage, les créanciers peuvent très bien, effectivement, aller voir ton mari pour qu'il rembourse tes dettes. C'est un revers du mariage qui est peu connu. Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de dette, donc on ne viendra pas l'emmerder. Bon, c'est le principal. Ok, ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est très très intéressant ce que tu fais. Je crois que tu es la première personne que je rencontre qui s'occupe du côté juridique, enfin qui donne, alors j'arrive pas à trop à cerner, hein, mais qui donne des conseils. Alors je sais pas ce que tu es habilité à En faire fait, ou pas. j'ai le droit de donner des conseils généraux, mais j'ai pas le droit de m'occuper de la situation personnelle la situation particulière d'une personne. Donc, j'ai le droit de te donner des informations sur la micro-entreprise, mais j'ai pas le droit de te donner adapté complètement à ta situation. J'ai pas le droit d'en faire un business régulier. Ok, ben, vraiment merci. Si vous avez besoin de conseils juridiques, déjà allez consulter la chaîne l'ABC Juris. C'est une chaîne vraiment, c'est une mine d'or. De toute façon, on l'a vu sur certains groupes où il y a des gens qui ont partagé la chaîne. Donc vraiment, c'est des pépites, quoi. Tu nous balances pas mal de choses. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette interview. Ben, moi aussi, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu. Du coup, n'hésitez pas. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend pour qui. Bye bye.